Le doux rythme des vagues de l'océan sur le rivage avait toujours éveillé en Reed quelque chose de profond. Enfant, grandissant dans la paisible campagne de l'Indiana, il rêvait d'aventures bien au-delà des champs de maïs infinis. La mer, bien que lointaine, l'appelait à travers les livres et les vieux contes transmis par son grand-père, vétéran de la Grande Guerre. Tandis que ses parents souhaitaient qu'il s'installe dans une vie prévisible, Reed aspirait à quelque chose de plus grand, à un but qui ne pouvait se trouver qu'au-delà du familier. Avant même d'ouvrir les yeux, un sourire éclaira son visage. Sa première pensée de la journée l'emplit d'une joie silencieuse, et le léger ronflement à côté de lui le fit rire. Il n'avait jamais entendu une femme ronfler auparavant. Inspirant profondément, il sentit l'odeur persistante de son parfum. Ouvrant les yeux, il fixa le plafond avant de baisser les yeux. La chaleur contre lui était réelle. Il était dans son appartement et la belle femme allongée à côté de lui n'était pas un rêve. C'était presque incroyable. Il avait toujours été timide avec les femmes, ni laid ni inintelligent, mais manquant simplement d'assurance pour franchir le pas. La nuit dernière avait tout changé. Il inclina légèrement la tête, effleurant du menton ses cheveux noirs et soyeux. Lélanie dormait, la tête blottie contre son épaule, le bras sur sa poitrine. Pour ne pas la réveiller, il déposa un doux baiser sur son front et ferma les yeux, songeant à tout ce qui avait changé depuis son entrée dans la marine. Contre la volonté de ses parents, il s'était engagé juste après le lycée. Il l'avait toujours traité comme un garçon, mais il était déterminé à devenir un homme. La mer l'avait toujours attiré, faisant de la marine un choix évident. Sa persévérance avait payé. Il avait excellé à l'entraînement et avait obtenu une place à bord de l'USS California comme matelot de première classe. Ayant grandi dans une petite ville de l'Indiana, il n'avait jamais imaginé voir autant de monde. Son navire l'avait emmené dans des ports de la côte ouest et du Pacifique Sud, mais rien de comparable à celui-ci. Pearl Harbor était récemment devenue une base permanente, et l'île Hawaï lui semblait un paradis. Retourner dans l'Indiana après avoir découvert cet endroit semblait impossible. Tandis que Lélanie s'agitait à ses côtés, un sourire ensommeillé éclaira son visage. Elle était encore plus resplendissante dans la lumière matinale, et Reed avait encore du mal à croire qu'il était là avec elle. Ils restèrent un moment dans les bras l'un de l'autre avant qu'elle ne finisse par lui demander quand il devait retourner au navire. Il avait tout le week-end, ce qui signifiait qu'ils avaient toute la journée ensemble. Lélanie, qui connaissait l'île mieux que quiconque, lui fit faire une excursion inoubliable. Ils parcoururent des collines luxuriantes, longèrent la côte et découvrirent des recoins cachés que peu d'étrangers voyaient. À mesure qu'ils passaient du temps ensemble, Reed admira sa joie naturelle, sa façon de savourer chaque instant avec gratitude. Elle, à son tour, fut attirée par son charme discret. Sous sa timidité initiale, elle découvrit une chaleur et une sincérité qu'aucun marin n'avait jamais rencontrées. Le soir, ils étaient tous deux fatigués, mais heureux. Elle lui raconta sa passion pour la photographie, sa collection d'albums documentant la beauté de l'île et l'incertitude de l'avenir. La vie pouvait la mener n'importe où, disait-elle, et elle voulait immortaliser chaque instant tant qu'elle le pouvait. Ils trouvèrent un petit restaurant pour dîner. Et tandis qu'ils mangeaient, Reed ne parvenait pas à se défaire de l'idée qu'il ne voulait pas que cette soirée se termine. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant. Il se demandait si c'était ça, l'amour. La façon dont son pouce accélérait lorsqu'elle souriait, son rire résonnait comme une musique. Comment il ne pouvait imaginer la vie sans elle? À la fin du repas, Lani le surprit en l'invitant à passer la nuit de nouveau. Ce week-end, qui ressemblait déjà à un rêve, allait continuer. Une seule condition, s'il restait, il devait l'accompagner à l'église le matin, où ses parents lui demanderaient sans doute ses intentions. Elle le taquina en lui disant qu'il pouvait les ignorer, mais Reed n'était pas sûr de vouloir. Ils appelèrent un taxi pour rentrer chez elle. Une fois à l'intérieur, elle lui demanda gentiment sa chemise, insistant sur le fait qu'elle avait besoin d'être rincée. Pendant qu'elle la mettait de côté pour sécher, elle fit couler un bain chaud, ajoutant quelques gouttes d'huile de vanille. Il n'y avait pas assez de place pour eux deux, mais elle avait une suggestion. Il pourrait l'aider à se savonner le dos et elle lui rendrait l'appareil. Reed n'avait jamais rien vu de plus époustouflant que sa façon de bouger, sans effort et sans gêne. Alors qu'elle s'enfonçait dans l'eau chaude, il réalisa quelque chose. Ce n'était pas un instant fugace. C'était quelque chose de plus profond. C'était le paradis. Reed s'agenouilla près de la baignoire, passant un gant de toilette savonneux sur la peau de Lélanie tandis qu'elle se laissait aller en arrière avec un soupir de contentement. Lorsqu'il eut terminé, elle lui rendit l'appareil,
ses mains glissant sur son corps avec un soin lent et délibéré. Ils se séchèrent ensuite, une chaleur persistante entre eux même après le bain. Lélanie s'enveloppa dans une serviette, la fixant sur sa poitrine avant de vérifier si la chemise de Reed était sèche. Ils décidèrent d'aller dîner, préférant marcher plutôt que conduire. L'air du soir était trop clément pour se précipiter. Arrivés au bout de sa rue, ils s'arrêtèrent pour admirer le coucher de soleil. Le ciel se fondait dans des teintes oranges et violettes profondes au-dessus du Pacifique. Elle posa sa tête contre son épaule et il passa un bras autour de sa taille, tous deux savourant ce moment de calme. Cela ne faisait même pas un jour qu'ils s'étaient rencontrés, et pourtant, quelque chose entre eux semblait déjà profond et inébranlable. À l'USO, un groupe jouait du swing. Reed n'était pas un grand danseur, mais Lélanie le guida avec empressement à travers quelques pas de jitterbug. Cela lui prit du temps, mais il finit par comprendre. Lorsque le tempo ralentit, il la serra contre lui, sentant la chaleur de son corps contre ses yeux fermés. Ils bougeaient ensemble, perdus dans la musique et l'un dans l'autre. Ils dansaient depuis environ une heure lorsqu'ils firent une pause, assis à une petite table pour se reposer. Reed s'excusa un instant, mais en revenant, il aperçut deux hommes en uniforme militaire penchés sur Lélanie. Au début, il pensa qu'elle les connaissait, mais son expression tendue indiquait clairement qu'elle n'appréciait pas leur compagnie. Sans hésiter, il s'approcha, posant une main protectrice sur son épaule et lui annonçant poliment mais fermement qu'elle était avec lui. Les soldats ne comprirent pas le message. L'un d'eux, plus grand et plus arrogant que l'autre, esquissa un sourire narquois avant de dire à Reed de partir, qu'une fille comme elle était hors de sa portée. Ils étaient plus âgés, plus costauds et probablement plus expérimentés au combat. Mais Reed n'était pas prêt à céder. Avant qu'il puisse répondre, une voix familière l'appela derrière lui. Deux de ses camarades avaient repéré la situation et s'étaient immédiatement interposés. Les soldats hésitèrent, réévaluant les chances. Après un bref échange, ils marmonnèrent quelque chose de dédaigneux et s'éloignèrent, laissant Reed victorieux. Le soulagement l'envahit, mais il garda son calme, remerciant ses amis avant de leur présenter Lélanie. Ils discutèrent un instant avant de se séparer. Le reste de la nuit, Lélanie regarda Reed avec un regard nouveau. Admiration, fierté. Il avait tenu bon pour elle, inébranlable. Pour elle, il n'était pas un simple marin. Il était son protecteur. Et plus tard dans la nuit, elle s'assura qu'il savait à quel point elle l'appréciait. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient les rideaux, Reed resta éveillé, l'esprit en ébullition. Les sentiments qu'il éprouvait pour Lélanie étaient sans commune mesure avec tout ce qu'il avait connu. Il savait qu'il l'aimait. Mais que pouvait-il y faire? Son service n'était pas terminé, et il ignorait où la vie le mènerait. Et plus que tout, se demandait-il, l'aimait-elle autant? Lélanie s'agita à côté de lui, s'étira avant de se blottir contre lui, la tête posée sur sa poitrine. Sans ouvrir les yeux, elle murmura un salut ensommeillé avant de réaliser l'heure. Il était déjà plus de 18h30. Il devait se préparer pour l'église. Elle lui demanda s'il comptait toujours l'accompagner, et il la rassura en lui disant qu'il ne raterait pas l'occasion de rencontrer ses parents. Elle sourit, ravie de sa réponse, puis suggéra d'un ton taquin qu'il revienne après la messe et passe le reste de la journée au lit. Reed sourit à cette idée, mais pour l'instant, ils avaient un endroit où aller. Le chemin jusqu'à l'église était facile, la matinée calme et paisible. Ils plaisantèrent sur la prochaine présentation de Reed à sa famille, sans se rendre compte que ce dimanche ne ressemblerait à aucun autre. Alors qu'ils approchaient de l'église, le pasteur se tenait à l'entrée, accueillant l'assemblée. Lélanie chercha ses parents, mais supposa qu'ils étaient déjà entrés. Elle prit la main de Reed tandis qu'ils avançaient, mais quelque chose d'étrange attira son attention, un bourdonnement lointain et croissant. Au début, il se mêlait aux bruits habituels de l'île, puis il devint plus fort, plus distinct. Des plaines, beaucoup de plaines. Reed leva les yeux, scrutant le ciel. Une formation sombre arriva du nord. Son pouls s'accéléra. Quelque chose clochait. Lélanie suivit son regard, demandant ce qui n'allait pas. Il n'en était pas encore sûr, mais une profonde terreur s'insinuait. Il savait que quelques B-7 étaient attendus ce matin-là, mais ce n'était pas une poignée d'avions. C'était un SM, et il ne venait pas de la bonne direction. Le murmure de la foule se modifia à mesure que davantage de personnes remarquaient l'approche des avions. Des ombres s'étendaient sur les rues tandis que la formation avançait. Puis Reed le vit. Des insignes ronds sur les ailes, des bombes suspendues en dessous. Son estomac se serra.
des héros japonais. La panique l'envahit tandis qu'il hurlait l'avertissement. Ils n'étaient pas seulement en train de survoler l'île. Ils étaient attaqués. Des explosions retentirent au loin. Les premières bombes atteignaient leur cible. Une épaisse fumée noire s'élevait du port et le sol tremblait sous leurs pieds. Leilani s'accrocha à lui, terrifié. Il la serra contre lui, sachant que ce pourrait être la dernière fois. Il murmura qu'il l'aimait et elle s'étrangla en retour, sanglotant contre sa poitrine. Elle voulait courir à l'église, croyant qu'elle serait en sécurité. Mais Reed savait qu'il ne pouvait pas rester. Son navire était sous le feu. Les gens avaient besoin de lui. Elle le supplia de ne pas partir, de rester en sécurité, mais la sécurité n'était plus une option. D'autres bombes tombèrent. Le ciel se remplit de chaos. Reed l'attira dans un dernier baiser désespéré avant de reculer. Il devait partir. Leilani refusa de le laisser partir, s'accrochant à lui de toutes ses forces, mais le temps pressait. Des larmes ruisselèrent sur son visage tandis qu'il s'écartait. Puis, tandis que le monde autour d'eux s'embrasait, il courut. Leilani tomba à genoux, agrippant les jambes de Reed dans une tentative désespérée de l'arrêter. Avant qu'il puisse réagir, le pasteur arriva. Une présence stable au milieu du chaos. Il la remit doucement debout, l'exhortant à la force. Le monde changeait, et ils allaient tous devoir l'affronter avec courage. Reed la regarda disparaître dans l'église. Ses larmes strièrent son visage avant de s'enfuir en courant. Des avions vrombissaient au-dessus de sa tête tandis qu'il traversait les ruelles, empruntant le chemin le plus rapide vers le port. Lorsqu'il atteignit Battleship Row, ce fut l'enfer. Une épaisse fumée noircissait le ciel, des incendies faisaient rage sur les ponts et des explosions fracassaient l'air matinal. L'odeur âcre du pétrole brûlé emplissait ses poumons. Sur le rivage, des pêcheurs abandonnèrent leurs bateaux, terrifiés. Reed ne perdit pas de temps. Il sauta dans l'un d'eux et mit le moteur à fond, direction son navire. À mesure qu'il approchait, les silhouettes des hommes luttant contre l'assaut se précisèrent. Mais avant qu'il ne puisse les atteindre, un avion japonais le repéra. L'avion piqua, les outils flamboyants, les balles déchiquetèrent le bateau, forçant Reed à plonger. Il nagea avec acharnement, esquivant la grêle de feu meurtrière, se dirigeant vers son navire en train de couler. Une échelle fut descendue juste à temps. À bout de souffle, il se hissa sur le pont. Le California agitait déjà. Il avait été touché autour de lui. Ses compagnons se précipitèrent pour riposter. Reed saisit un canon anti-aérien, visa et tira. Un zéro s'envola dans l'océan. Le chaos régnait. Les munitions s'épuisaient et l'électricité était coupée. Les hommes formèrent une chaîne, se passant les obus à la main, mais ce n'était pas assez rapide. Reed tira par rafales courtes et précises, économisant le peu qu'il avait. Il abattit un autre avion ennemi, puis un autre. Juste au moment où il en verrouillait un sixième, tout devint noir. À l'église New Hope, la congrégation se serrait de peur. Les murs tremblaient à chaque explosion. Leilani sanglotait dans ses mains, inconsolable. Son père lui assura qu'il serait en sécurité, que l'ennemi ne bombarderait pas les civils. Mais elle n'avait pas peur pour elle-même. Reed était retournée à son navire. Elle connaissait à peine son nom de famille. Il connaissait à peine le sien. Cela n'avait eu aucune importance auparavant, mais maintenant, cela signifiait tout. S'il ne revenait pas, comment se retrouverait-il un jour? Son cœur se serra à cette terrible vérité. Elle risquait de ne plus jamais le revoir. Un bourdonnement dans les oreilles fut la première chose que Reed remarqua à son réveil. Les lumières vives de l'hôpital lui brûlaient les yeux, et chaque centimètre carré de son corps palpitait de douleur. Une infirmière prit la parole, mais sa voix perça à peine le brouhaha dans sa tête. Il lutta pour s'asseoir, ignorant la douleur fulgurante. Son navire, que s'était-il passé? Était-il en guerre? L'infirmière confirma sa pire crainte. Les cuirassés avaient disparu. L'attaque avait fait des milliers de morts. La veille, le président Roosevelt avait déclaré la guerre. La veille, c'était mardi. Il était inconscient depuis 2 jours. La panique le submergea. Leilani, était-elle en sécurité? L'église avait-elle été touchée? L'infirmière hésita. Il y avait eu des victimes civiles, mais aucune église n'avait été bombardée. Il essaya de se relever, mais son corps s'effondra sous le poids de ses blessures. Un médecin se précipita à l'intérieur, le réprimandant.
Son corps avait été ravagé par l'explosion et la chute à l'eau. Sa colonne vertébrale était fortement enflée. Bouger ne ferait qu'empirer les choses. Reed le blessa à peine. Il se fichait de lui-même. Il devait retrouver Lani, mais il ne pouvait plus rien faire. Allongé sur le dos, il serra les poings. La guerre ne faisait que commencer et il avait déjà l'impression d'avoir tout perdu. Il ne restait plus qu'un espoir. Reed était allongé dans son lit d'hôpital, les yeux fermés, lorsqu'un bruit de pas approchant le tira de ses pensées. Trop lourd pour être ceux d'une infirmière. Il ouvrit les yeux et vit le capitaine Binkley, son commandant, debout à son chevet. L'homme paraissait plus âgé, épuisé par l'attaque. Reed lutta pour saluer, mais le capitaine l'ignora d'un geste de la main. Sans préambule, Binkley l'informa de sa promotion. Il était désormais officier de première classe. Il avait également été nominé pour une distinction pour bravoure. 5 avions ennemis abattus, d'innombrables vies sauvées. Mais Reed ne pouvait pas se réjouir. Le navire avait disparu, gisant au fond de Pearl Harbor. Près de 100 compagnons étaient morts et 60 autres blessés. Le capitaine l'encouragea à se concentrer sur sa convalescence. Il serait réaffecté sur un porte-avions dès qu'il serait apte au service, puis sur un nouveau cuirassé. Avant le départ de Binkley, Reed fit une demande. Il avait besoin de savoir si Lani allait bien. Il n'avait ni son nom ni son adresse, seulement qu'elle fréquentait l'église New Hope. Le capitaine promit de vérifier les registres des victimes civiles et, si possible, de visiter l'église. Le mardi, Reed était de nouveau sur pied, surmontant la douleur. Il avait hâte de quitter l'hôpital, mais l'incertitude du sort de Lani le hantait toujours. Le jeudi, Binkley revint avec des nouvelles. Il n'avait pas retrouvé le pasteur, mais un voisin avait vu des gens quitter l'église sains et saufs après l'attaque. Le nom de Lani ne figurait sur aucune liste de victimes. Ce n'était pas définitif, mais c'était déjà quelque chose. Le soulagement submergea Reed. Puis le capitaine passa aux affaires officielles. Au garde à vous, Reed reçut la médaille d'honneur pour sa bravoure ce jour-là. Ses infirmières et ses médecins se rassemblèrent pour le regarder, le sourire aux lèvres. L'honneur pesait lourd dans ses mains, mais il ne pensait qu'à la guerre qui l'attendait. Avec sa médaille, de nouveaux ordres étaient donnés. Il était transféré sur l'USS Hornet. Il n'avait pas le temps de chercher Lani. La guerre avançait, et lui aussi. Au cours des mois suivants, Reed se retrouva au cœur de la bataille. D'abord, le Hornet lança le Red Beetle sur le Japon. Puis vint Midway. Lorsque le navire fut finalement perdu au combat, il fut réaffecté à l'USS Tennessee, un cuirassé renfloué et remis en service. Pendant 3 longues années, il combattit à travers le Pacifique, d'Iwo à Okinawa. Les promotions s'accompagnèrent de nouvelles médailles, mais rien n'eut autant d'importance que le jour où il apprit la nouvelle. Le Japon avait capitulé. La guerre était finie. Sa seule pensée était de retourner à Pearl Harbor. Mais lorsqu'il se précipita pour demander un congé, son cœur se serra. Le Tennessee se dirigeait vers Philadelphie, et non vers Hawaï. Son capitaine était compatissant mais ferme. Reed était toujours sous les ordres. Il devait rentrer avec son navire. Cette nuit-là, il resta éveillé dans sa couchette, la frustration brûlante. Il avait attendu ce moment des années, l'avait imaginé de 1001 façons. Maintenant, il lui semblait plus lointain que jamais. Il devait trouver un moyen de revenir. Il devait la retrouver. L'USS Tennessee arriva au chantier naval de Philadelphie le 7 décembre 1945. Les quais étaient remplis de familles et de proches embrassant les marins de retour. Reed assistait aux retrouvailles en larmes, heureux pour ses camarades, mais incapable d'ignorer la douleur qui le rongeait. Personne ne l'attendait. Sa seule pensée était d'atteindre Pearl Harbor, de retrouver Lani et de tenir la promesse qu'il s'était faite. D'abord, il devait appeler chez lui. Ses parents méritaient d'avoir de ses nouvelles après des années de guerre et d'éloignement. Il avait parlé de Lani dans ses lettres, et il était sûr qu'il comprendrait son besoin de la retrouver. Il lui fallut des heures pour trouver une cabine téléphonique disponible. Mais lorsque sa mère répondit enfin, son excitation était débordante. Avant qu'il puisse dire grand-chose, il entendit une autre voix en arrière-plan. Une femme. Sa mère hésita avant de s'expliquer. C'était Carol Johnson, une vieille amie de lycée. Elle aidait à la maison. Reed sentit que quelque chose clochait. La voix de sa mère trembla, puis elle lui annonça la nouvelle. Son père était mourant.
Un cancer du poumon. Il n'avait pas travaillé depuis des mois, alité, s'affaiblissant de jour en jour. Les recherches pour retrouver Leilani devraient attendre. Une permission d'urgence lui étant accordée, Reed prit le premier train pour rentrer chez lui. L'armée organisait la fête des soldats de retour. Moins de 2 jours plus tard, il franchissait la porte d'entrée de la maison où il avait grandi. Avant qu'il puisse poser son sac, Carol était dans ses bras et l'embrassait. Il se figea, trop abasourdi pour réagir. Lorsqu'elle s'écarta, elle s'excusa, disant qu'elle était simplement heureuse de le voir. Sa mère, l'observant avec un sourire entendu, l'accueillit à la maison. Il eut à peine le temps de faire des politesses. Son père l'attendait à l'étage. Avant de monter, sa mère l'avait prévenu. Son père n'était plus celui dont il se souvenait. Reed se prépara, mais rien n'aurait pu atténuer le choc. L'homme autrefois si fort, qui avait travaillé dans une aciérie toute sa vie, était maintenant frêle et méconnaissable. Ses bras autrefois puissants étaient maigres et faibles, son visage décharné, ses yeux enfoncés. Même en sachant à quoi s'attendre, il avait du mal à dissimuler sa surprise. Pourtant, il força un sourire. Son père, bien que faible, était soulagé de le voir. Ils parlèrent doucement, son père pensant à tous ceux qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Lorsque Reed le rassura en lui disant qu'il était sain et sauf, son père se contenta de rire, plaisantant sur son propre sort scellé. Ils parlèrent jusqu'à l'épuisement. Avant de partir, Reed embrassa son père sur la joue, lui promettant de le revoir bientôt. En bas, sa mère et Carol préparaient des sandwichs. Reed profita de l'occasion pour parler à sa mère en privé. Il n'y avait aucun espoir de traitement. Son père avait trop longtemps ignoré les symptômes, les écartant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le cancer s'était propagé. Reed avait mal au cœur. Il aurait aimé savoir plus tôt, mais sa mère lui expliqua qu'il ne voulait pas le déranger pendant qu'il était au combat. Carol monta un plateau à l'étage, leur accordant un moment d'intimité. Sa mère évoqua son avenir, lui demandant s'il comptait rester. Il lui dit la vérité. Il devait se rendre à Hawaï pour retrouver Leilani. Il l'aimait et comptait l'épouser. Elle ne comprenait pas. Il ne savait même pas si elle était encore là-bas. Sans nom de famille, aucun moyen de la retrouver. Elle le supplia de rester, lui rappelant qu'il ne restait plus beaucoup de temps à son père. Face à la réalité de la perte de son père, Reed savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Il promit de rester, du moins pour l'instant. 30 jours de congé familial. D'ici là, ses papiers de démobilisation devraient être prêts. Après cela, il trouverait un emploi. Mais au fond de lui, il savait qu'une fois son devoir accompli, il irait à Pearl Harbor. Aussi impossible que cela puisse paraître, il devait retrouver Leilani. La mère de Reed savait qu'il rêvait de partir pour Hawaï, mais leur famille avait besoin de lui. La maladie de son père avait épuisé leurs économies, et sans revenus, ils avaient peu de quoi survivre. Espérant le faire changer d'avis, elle évoqua Carol. Elle révéla que Carol s'était profondément investie dans son bien-être, allant à l'église pour prier pour sa sécurité et écoutant avec intérêt chacune de ses lettres. Elle avait même pleuré en apprenant l'existence de Leilani. Avant que Reed ne puisse répondre, Carol entra dans la cuisine. Elle venait de finir de nourrir son père, de meilleure humeur depuis le retour de Reed, mais qui était allé se reposer. Lorsqu'elle lui parla de dormir sur le canapé, Reed insista pour qu'elle garde son ancienne chambre, prétextant qu'il prendrait le canapé. Souhaitant plus d'intimité, il s'enquit du sous-sol. Sa mère admit qu'elle n'y était pas allée depuis un moment, mais son père l'avait laissé encombrer de vieux plans et de fournitures. Carol se porta volontaire pour l'aider à la nettoyer. Reed appela plus tard le capitaine Cobb pour lui demander ses papiers de démobilisation au plus vite. Le capitaine lui assura qu'il accélérerait la procédure et lui souhaita bonne chance, reconnaissant que la guerre avait laissé de nombreux hommes désemparés maintenant que les combats étaient terminés. Ce soir-là, Reed était assis seul dans le fauteuil de son père, sirotant une bière, perdu dans ses pensées. Les souvenirs de la guerre le hantaient. Les amis qu'il avait perdus, ceux qui avaient été enterrés en mer. Le hasard de la survie, le poids de tout cela s'installait dans sa poitrine. Carol l'observait depuis la cuisine, percevant son chagrin. Sans un mot, elle s'approcha, s'assit sur ses genoux et déposa un doux baiser sur sa joue. Elle lui assura que s'il avait besoin de quoi que ce soit, elle serait là pour lui. Reed, bien que surpris, ne s'écarta pas. Les gens avaient changé, pensa-t-il.
Ce qui s'était passé dans le passé ne semblait plus avoir d'importance. Il la remercia et plaisanta sur le fait qu'elle pourrait regretter de lui avoir proposé de l'aider à aménager le sous-sol, sachant que ce serait un vrai bazar. Elle rit et suggéra qu'ils s'y mettent immédiatement. Ils trouvèrent le sous-sol encombré, mais gérable. Son père avait autrefois prévu d'ajouter une chambre supplémentaire, et les matériaux inutilisés étaient toujours là. Reed y vit une opportunité. Avec l'électricité et le chauffage déjà installés, il pourrait facilement aménager un coin en espace privé. Sa mère n'y voyait aucune objection. Les jours suivants, Reed et Carol travaillèrent côte à côte. Elle n'était pas très douée en menuiserie, mais elle était ravie d'aider. Il installa l'éclairage et les prises électriques pendant qu'elle aidait à ranger les cartons. Ensemble, ils trouvèrent une commode et un cadre de lit d'occasion. Carol suggéra un lit double, mais Reed, habitué aux couchettes étroites des bateaux, insista pour qu'un lit simple suffise. Une fois les travaux terminés, le sous-sol était transformé en un havre de paix confortable. Reed appréciait l'intimité, tandis que Carol y voyait une opportunité. Elle voulait lui faire oublier Lélanie. Au cours des mois passés avec ses parents, elle s'était attachée à lui. Il était tout ce qu'elle désirait chez un mari, fort, fiable, et différent des hommes qui gaspillaient leur salaire dans les bars du coin. Maintenant, avec tant de jeunes hommes morts à la guerre, les bons célibataires étaient rares. Elle n'allait pas laisser Reed filer. 2 semaines plus tard, Reed recevait ses papiers de démobilisation, mais l'état de son père s'était déjà aggravé. Il abandonna toute idée de travail ou de départ pour Hawaï, se consacrant à être aux côtés de son père. Un matin, sa mère le réveilla, la voix tremblante. Son père peinait à respirer. Reed se précipita à l'étage, sachant ce qui l'attendait. Son père était trop faible pour parler, mais il secoua légèrement la tête lorsque Reed lui demanda s'il voulait aller à l'hôpital. Il avait accepté son sort. Il voulait mourir chez lui. La mère de Reed retenait ses larmes depuis des jours. Mais, serrant la main fragile de son mari, elle n'en pouvait plus. Elle savait que ce moment approchait, mais aucun préparatif ne pouvait apaiser la douleur. Elle se tourna vers Reed, la voix tremblante, et lui dit d'aller chercher Carol. Elle voudrait être là. Se précipitant dans le couloir, il réveilla Carol. Étourdie et groggy, elle comprit vite. Enfilant son peignoir, elle le suivit dans la chambre. Sa mère était allongée à côté de son mari, murmurant des mots d'amour et de gratitude pour leurs années passées ensemble. Reed la rejoignit, disant à son père combien il l'aimait. Dans un moment de silence, sa mère se remémora sa demande en mariage maladroite et nerveuse, le taquinant sur le fait qu'il avait laissé tomber la bague. Un petit sourire la s'illumina le visage de son père. Elle lui serra la main, lui promettant qu'ils se retrouveraient un jour. Son sourire persista jusqu'à son dernier souffle. La pièce était silencieuse, à l'exception de sanglots discrets. Il fallut près d'1 heure avant que quiconque puisse parler. Carol, bien que ne le connaissant que depuis moins d'1 an, avait appris à l'aimer comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Elle fut la première à se ressaisir et descendit faire du café. Reed resta un peu plus longtemps avant de recouvrir délicatement son père d'un drap, un geste qui lui semblait toujours si définitif. Il voulait épargner à sa mère cette tâche. Les funérailles furent plus nombreuses que prévu. Plus de 200 personnes, dont beaucoup travaillaient dans les aciéries, vinrent lui rendre hommage. Son père avait marqué plus de vie que Reed ne l'aurait jamais imaginé. Après cela, sa mère s'effondra. Elle avait tenu bon pendant la cérémonie, mais une fois rentrée chez elle, le poids de la mort l'écrasa. Reed et Carol restèrent assis auprès d'elle jusque tard dans la nuit, lui offrant le peu de réconfort qu'ils pouvaient. Vers 1 heure du matin, Carol hésita avant de formuler une demande. Elle demanda si elle pouvait dormir à ses côtés juste pour la nuit, rien de plus, juste pour être tenue dans ses bras. Elle ne voulait pas être seule et pensait que sa mère préférerait vivre son deuil en privé. Reed hésita. Cela faisait des années qu'une femme n'avait pas partagé son lit depuis Lélanie. La culpabilité le tenaillait, mais le doute aussi. La reverrait-il un jour? Voyant la sincérité dans les yeux de Carol, il acquiesça finalement. Elle promit de porter quelque chose, et ils en restèrent là. Elle n'avait aucune intention de le brusquer. Elle savait qu'il aimait quelqu'un d'autre, mais elle savait aussi que le temps et les encouragements de sa mère étaient de son côté. Quelques jours plus tard, Reed décida qu'il était temps de trouver du travail. Sa mère semblait assez stable, et les factures ne se paieraient pas toutes seules. Il se rendit en voiture à Inland Steel, l'immense complexe où son père travaillait depuis des années.
la vue des cheminées lui rappela des souvenirs. Enfant, il se tenait dehors avec son père, l'entendant parler de l'importance de l'acier et riant intérieurement parce qu'il ne voulait jamais finir là. Et pourtant, il était là. L'agence pour l'emploi était déjà bondée à son arrivée. Après des heures d'attente, il fut enfin convoqué pour un entretien. L'homme en face de lui avait assisté aux funérailles de son père et lui avait présenté ses condoléances avant de passer aux choses sérieuses. Reed avait laissé la section militaire de sa candidature vierge, mais l'intervieweur savait qui il était. Un héros de guerre, un officier-chef. Ce genre de leadership ne passa pas inaperçu. Au lieu d'un emploi d'ouvrier, on lui proposa un poste de direction. Avec une recommandation, il ne serait pas près des hauts fourneaux. L'entretien se termina sur une promesse, il aurait probablement un emploi la semaine suivante. En rentrant chez lui, Reed se sentit déchiré. Il avait besoin de ce travail, mais c'était comme une étape supplémentaire vers une vie qu'il n'avait jamais désirée. Travail de bureau ou pas, il devenait ce qu'il avait toujours craint, un simple ouvrier sidérurgique du nord-ouest de l'Indiana. Et chaque jour qui passait, son rêve de retourner à l'Elanie lui paraissait plus impossible. Sa mère fut ravie lorsqu'il lui annonça que Carol, confiante dans sa réussite, était déjà partie acheter des ingrédients pour un dîner de fête. Une question trottait dans la tête de Reed depuis son retour. Il lui semblait temps de demander « Maman, pourquoi Carol vit-elle ici? Qu'est-il arrivé à sa famille ?» Sa mère soupira. Le père de Carol avait toujours été un gros buveur. Mais lorsque sa mère en eut assez et partit, la situation ne fit qu'empirer. Un jour, le père de Reed avait trouvé Carol en pleurs, seule dans le parc. La reconnaissant, il la ramena à la maison, et elle ne se retourna plus. Elle ignorait totalement où étaient ses parents. Elle fait partie de la famille, Reed, dit doucement sa mère. Elle a été une bénédiction, surtout quand ton père est tombé malade. Elle fera une épouse merveilleuse pour un homme chanceux. Reed surprit le regard peu subtil qu'elle lui lança, mais ne protesta pas, je ne cherche pas une femme, maman, dit-il. Et je connais déjà celle que je vais épouser. Elle ne dit rien, mais ils savaient tous les deux la vérité. Ses chances de retrouver Lélanie étaient minces. Les mois passèrent et la vie s'installa dans une routine. Reed accepta un poste de chef de la sécurité de l'usine, gérant les plannings et supervisant les opérations. Ce n'était pas l'usine, et le salaire était bon. Sa mère surmonta peu à peu son deuil, et Carol veilla au bon fonctionnement du foyer. Reed s'adapta, non sans mal. L'idée que Carol lave son linge l'avait d'abord mis mal à l'aise, mais avec le temps, il l'accepta. Cet hiver-là, Reed surprit sa mère et Carol avec quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une télévision. Il invita un technicien à l'installer, puis les regarda s'émerveiller devant le minuscule écran lumineux. Sa mère s'exclama, « Comment? Comment est-il entré là ?» Carol, plus au fait des technologies modernes, rit. « Oh, Reed, c'est vraiment une de ces télés ?» Satisfait de lui, il lui montra comment changer de chaîne. Sa mère, encore perplexe, murmura « C'est magique ». La nouvelle se répandit rapidement et, en quelques jours, les voisins se pressèrent chez eux pour assister au miracle de la télévision. Reed les observait avec un sourire discret, sachant que même si la vie n'était pas comme il l'avait imaginé, elle continuait d'avancer, même si son cœur était encore ancré dans le passé. En rentrant chez lui, Reed sentit l'odeur du dîner mijoté et vit Carol assise sur le canapé en train de rire avec un homme qu'il ne reconnaissait pas. L'homme avait à peu près leur âge, était bien habillé et sûr de lui. Alors que Reed le regardait poser une main sur le genou de Carol, une soudaine jalousie le submergea. S'éclaircissant la gorge, il fit connaître sa présence. Carol se leva aussitôt, surprise de le voir déjà rentré. Elle présenta l'homme comme étant Brad Wilson, le neveu d'un voisin. Brad serra la main de Reed avant de partir, laissant Carol pensive. Reed, toujours perturbé, demanda des nouvelles de Brad à sa mère. Elle lui assura qu'il était inoffensif, mais fit remarquer que Carol n'avait pas eu de rendez-vous depuis leur arrivée. Il était peut-être temps qu'elle le fasse. L'idée ne plut pas à Reed, sans qu'il sache pourquoi. Commençait-il à avoir des sentiments pour elle? Voulant dissiper son malaise, il proposa qu'ils sortent tous ensemble un soir. Sa mère refusa, mais l'encouragea à emmener Carol à un vrai rendez-vous. Quelques instants plus tard, Carol entra, enthousiasmée par l'idée. Quelques soirs plus tard, il les emmena dîner et voir un spectacle. Au stand de boissons du théâtre, ils croisèrent un ancien camarade de classe, Steve, qui semblait intéressé par Carol.
Lorsqu'il lui demanda son numéro, elle éluda la question, préférant l'appeler. Voir sa mère tendre un stylo à Steve provoqua chez Reed un étrange sentiment de trahison. Il remarqua à peine le film. Son esprit était trop concentré sur Carol. Il s'était habitué à sa présence, et l'idée de la perdre le déstabilisait. Peut-être sa mère avait-elle raison. Peut-être devrait-il voir s'il y avait quelque chose entre eux. Lorsqu'il en parla plus tard à sa mère, elle fut ravie. Carol avait été une bénédiction, et elle était certaine qu'ils s'entendraient bien. Grâce à ses encouragements, Reed organisa un vrai rendez-vous, un dîner et une soirée dansante au plateau S-Place. Carol accepta avec enthousiasme. Ce soir-là, Reed remarqua que le club était bien plus fréquenté par les hommes que par les femmes. Et vu la popularité de Carol en ville, il craignait de passer la soirée à la regarder danser avec d'autres. Mais ses inquiétudes s'estompèrent rapidement. Bien que de nombreux hommes lui aient proposé, elle déclina poliment, prétextant qu'elle ne dansait qu'avec Reed. De retour à la maison, ils étaient tous deux détendus. La soirée avait été remplie de rires, de danse et de juste ce qu'il fallait d'alcool pour dissiper leurs inhibitions. Dès qu'ils furent entrés, Carol se retourna, l'attira contre elle et l'embrassa. Reed ne fut pas surpris. En fait, il était sur le point de faire de même. Après un long et long baiser, elle le regarda dans les yeux et murmura « Tu m'aimes bien ?» « Bien sûr que oui », répondit-il. « Alors montre-moi », murmura-t-elle. C'était peut-être l'alcool. Peut-être ses taquineries toute la nuit. Ou peut-être qu'il avait des sentiments pour elle après tout. Et quelle qu'en soit la raison, il la prit dans ses bras. Et ce soir-là, elle s'assura qu'il ne pense plus jamais à Lélanie. 6 mois plus tard, Carol portait une bague de fiançailles. 4 mois plus tard, ils se tenaient devant un prêtre pour échanger leurs vœux. Carol n'avait pas invité son père. Elle ne le considérait presque plus comme un membre de sa famille. Au lieu de cela, le meilleur ami de Reed, de l'usine, l'accompagna jusqu'à l'hôtel et lui servit de témoin. La réception eut lieu dans leur jardin, décoré de guirlandes et de lanternes en papier que Carol avait chinées dans une friperie. Reed avait même fait l'effort de vaporiser le jardin contre les moustiques plusieurs jours à l'avance. Souhaitant que les femmes profitent de la journée, il fit appel à un restaurant local pour assurer le traiteur. Sa mère, regardant son fils Marie, ressentit de la joie, mais aussi de la tristesse. Elle s'excusa de la fête et se réfugia dans sa chambre avant que l'émotion ne la submerge. Reed remarqua son absence et la suivit, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. Il lui prit la main. « C'est à cause de papa, n'est-ce pas ?» Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle hochait la tête. « Il serait si fier de toi aujourd'hui. J'aimerais tellement qu'il soit là. » Reed sourit doucement. « J'ai le sentiment qu'il l'est. Il est probablement en train de te regarder, secouant la tête, se demandant pourquoi tu pleures alors qu'il est là, dans ton cœur. » Elle rit à travers ses larmes, sachant qu'il avait raison. Prenant une grande inspiration, elle s'essuya les yeux, embrassa une photo encadrée de son défunt mari et murmura « Je t'aime ». Et puis, avec un sourire courageux, elle retourna à la fête. Leur lune de miel fut courte mais mémorable. Reed avait demandé aux voisins de prendre des nouvelles de sa mère pendant que lui et Carol passaient 5 jours à Wisconsin-Dells. Le jour, ils exploraient de nouveaux sites et regardaient des spectacles. Le soir, Carol s'assurait que Reed sache exactement ce qu'elle aimait au lit. Pendant 2 ans, Reed et Carol se sont installés dans une vie confortable. Marie insista pour qu'ils prennent la chambre principale pendant qu'elle emménageait dans la plus petite, et ils s'assurèrent qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Reed s'épanouit chez Inland Steel, obtenant une promotion qu'il n'avait même pas cherchée. Ils se sont fait des amis, principalement d'autres couples mariés, et ont souvent passé du temps ensemble. Malgré sa vie apparemment parfaite, Reed se surprenait parfois à penser à Lélanie, se demandant où elle était et si elle était passée à autre chose. Il se disait que c'était probablement le cas. Carol, en revanche, avait tout ce qu'elle avait toujours désiré, un mari stable, un foyer sûr et une figure maternelle en mari. Elle avait construit une vie sociale avec les épouses des collègues de Reed et appréciait le réconfort de savoir que leur maison était déjà payée. Mais quelque chose clochait. Reed était un mari attentionné et attentionné. Mais malgré tous ses efforts, il n'a jamais embrassé la passion plus brutale qu'elle recherchait parfois. Elle se surprenait à penser aux hommes qu'elle avait fréquentés auparavant, des hommes plus sauvages, plus agressifs et pleins d'énergie. Cette excitation lui manquait. Elle ne cherchait pas activement à tromper. Mais si l'occasion se présentait d'une manière qui lui semblait sûre, elle savait qu'elle ne résisterait pas.
4 ans après leur mariage, le meilleur ami de Reed, Tom, l'a invité à prendre une bière rapide après le travail. Dans un petit restaurant près de l'usine, Tom hésita avant de finalement avouer avoir vu Carol dans une situation compromettante. Elle était allée à l'épicerie en voiture, mais n'y était jamais entrée. Au lieu de cela, elle était montée dans la voiture d'un autre homme, l'avait embrassé et était partie. Tom, méfiant, les suivit jusqu'à un motel où il vit Carol rencontrer l'homme à la porte d'une chambre avant qu'ils n'entrent ensemble. Reed ressentit une vague d'incrédulité et de colère. Il n'avait jamais remis en question la loyauté de Carol auparavant. Remerciant Tom de le lui avoir dit, il promit de lui poser directement la question. De retour chez lui, Carol était au sous-sol en train de faire la lessive. Il interrogea sa mère sur les courses de Carol, essayant de reconstituer le temps qu'elle passait habituellement dehors. Marie, ignorant ce qu'il avait appris, insista sur le fait que Carol ne passait jamais beaucoup de temps dehors, sauf pour rendre visite à des amis. Lorsque Reed lui raconta enfin ce que Tom avait vu, elle fut sous le choc, refusant d'y croire. Carol monta à l'étage, joyeuse comme toujours, jusqu'à ce qu'elle remarque la tension dans la pièce. Reed ne perdit pas de temps et la confronta. Elle se figea, surprise. Garde. Pendant des mois, elle avait été prudente, certaine que personne n'avait remarqué ses rencontres avec Harry Becker. Désespérée de brouiller les pistes, elle avait insisté sur le fait que l'homme n'était qu'un vieil ami de passage en ville pour une courte visite et qu'elle n'était allée à son motel que pour prendre des nouvelles. Elle prétendait que le baiser n'avait aucune signification, juste une salutation amicale. Reed, peu convaincu, insista pour obtenir des détails. Lorsqu'on lui demanda le nom de l'homme, Carol hésita avant de lâcher une phrase incohérente. Reed savait qu'elle mentait, mais sans preuve solide, il n'avait aucune base. Il lui fit clairement comprendre qu'il ne tolérerait aucune trahison et la prévint que s'il découvrait qu'elle fréquentait d'autres hommes, leur mariage serait rompu. Cette nuit-là, Carol tenta de le rassurer, mais il resta distant. Elle tenta de se rapprocher, mais il se détourna. Allongée, éveillée, elle réalisa à quel point elle avait failli tout perdre. Désormais, elle devrait être beaucoup plus prudente. Le lendemain matin, Reed prit les clés de la voiture de son père dans le sac à main de Carol avant de partir travailler. Il élabora un plan. Il ne pouvait pas la confronter sans preuve, mais il pouvait au moins confirmer si elle avait menti. À l'heure du déjeuner, il quitta le travail plus tôt que prévu et se rendit directement au Cherry-Lane Motel. S'approchant de la réceptionniste, il s'enquit d'un client nommé Adam Jones. L'homme vérifia le registre, mais ne trouva personne de ce nom. Lorsque Reed s'enquit de la chambre 110, la réceptionniste refusa de divulguer des informations jusqu'à ce que Reed lui glisse de l'argent. Après un rapide coup d'œil, l'homme répondit enfin. Arnold Becker. Reed serra les poings. Il demanda si Becker y avait déjà séjourné. La réceptionniste hocha la tête, expliquant qu'il était un habitué, rendant visite à la même femme 2 ou 3 fois par mois pendant près de 6 mois. Lorsque Reed lui montra quelques photos, l'homme n'hésita pas. Il désigna Carol du doigt. L'estomac de Reed se noua. Il remercia l'homme et se retourna pour partir. La réceptionniste, hésitante, lui demanda si c'était sa femme. Reed marmonna, pour l'instant, avant de sortir. Trop furieux pour retourner au travail, Reed s'arrêta dans un restaurant, commanda un café et appela son patron pour lui demander le reste de la journée de congé. Son esprit était submergé par la colère, la trahison et l'incrédulité. De retour chez lui, il bouillonnait de rage. Carol était au sous-sol en train de faire la lessive. Essayant de garder son calme, Reed interrogea sa mère sur les courses de Carol. Marie, inconsciente, lui assura que Carol ne restait jamais trop longtemps dehors, sauf pour rendre visite à des amis. Lorsqu'il lui raconta enfin la vérité, Tom avait vu Carol entrer dans un motel avec un autre homme, Marie refusa d'y croire. Elle insista pour qu'il y ait une explication. Quelques instants plus tard, Carol monta, joyeuse comme toujours, jusqu'à ce qu'elle remarque leurs expressions tendues. Avant qu'elle puisse demander ce qui n'allait pas, Reed la confronta. Il lui dit qu'il était au courant pour le motel, pour Arnold Becker, et depuis combien de temps cela durait. Carol pâlit. Prise au dépourvu, elle chercha une excuse. Mais Reed n'était pas intéressé par les mensonges. Sa voix s'éleva et il demanda combien d'autres personnes étaient là. Il lui avait jeté sa trahison au visage, se moquant même du commentaire de la réceptionniste sur sa beauté, lui suggérant de penser à lui pour sa prochaine liaison. Marie, qui avait entendu,
entra dans la pièce au moment où Carole fondait en larmes. Déconcertée et le cœur brisé, elle se tourna vers son fils pour obtenir des réponses. Lorsque Reed lui dit la vérité, elle fut dévastée. Carole avait été comme un membre de sa famille. Elle avait été la fille qu'elle n'avait jamais eue, quelqu'un à qui elle avait confié sa maison et son fils. Carole sanglota, incapable de dire quoi que ce soit. Le mal était fait. Après un long silence, elle réalisa que Reed et Marie avaient quitté la pièce. Elle entendit des voix dans le salon et la suivit prudemment. Ce qu'elle vit la brisa. Marie, pleurant dans les bras de Reed, tandis qu'il luttait pour retenir ses propres larmes. Lorsqu'il la regarda enfin, son expression était celle du pur mépris. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, elle courut dans leur chambre en claquant la porte derrière elle. À un moment donné, l'épuisement la gagna et elle sombra dans un malaise. Elle s'endormit, pour se réveiller au son d'une voix glaciale à côté d'elle. Marie s'assit au bord du lit, l'expression indéchiffrable. Elle exigea une explication. Pourquoi? Après tout ce qu'ils avaient fait pour elle, après l'avoir traitée comme un membre de sa famille, pourquoi les trahirait-elle? Carole, honteuse et vaincue, admit la vérité. Elle avait tout ce qu'elle désirait en épousant Reed, mais avec le temps, elle le tenait pour acquis. L'excitation de son passé, le frisson de l'insouciance lui manquaient. Lorsqu'elle renoua avec Harry Becker, ce fut d'abord anodin. Elle se persuada que cela n'arriverait qu'une fois. Puis cela se reproduisit encore et encore. Bientôt, c'est devenu une routine, et maintenant cela avait tout détruit. Marie écouta en silence. Puis, avec une certitude tranquille, elle dit à Carole que Reed divorcerait et qu'elle n'essaierait pas de l'en empêcher. Carole accepta son sort. Elle n'avait aucune défense. Marie, toujours déçue, mais incapable de lui tourner complètement le dos, lui offrit $200, l'argent qu'elle avait mis de côté pour leur cadeau d'anniversaire. Carole refusa d'abord, mais s'effondra en sanglots en le prenant, bouleversée par la situation. Une gentillesse qu'elle ne méritait plus. Avant de quitter la pièce, Marie se retourna. Carole, réalisant quelque chose, demanda où était Reed. Marie jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était plus de 18 heures. Il était allé chercher une pizza pour le dîner. Carole s'essuya le visage, essayant de calmer sa respiration. Il serait de retour d'une minute à l'autre. Le lendemain du départ de Carole, Reed prit congé du travail, expliquant sa situation familiale à son patron, qui lui accorda une semaine de congé et le laissa même partir plus tôt ce jour-là. À ce moment-là, Carole avait pris l'argent de Marie et parcouru les longs kilomètres qui la séparaient de la maison de son enfance, incertaine que son père la laisse entrer. En arrivant à la maison, elle trouva la porte déverrouillée. À l'intérieur, c'était un désastre. Des bouteilles d'alcool vides jonchaient le sol. La vaisselle débordait dans l'évier. Et l'air était chargé d'une odeur d'alcool et de négligence. Tout était pareil, juste plus sale et plus délabré, figé dans le temps. Son ancienne chambre, intacte à l'exception de la poussière, suggérait que son père y vivait toujours, bien qu'il fût introuvable. Espérant prouver son utilité avant son retour, Carole décida de faire le ménage. Elle acheta des provisions au même magasin du coin où elle était allée enfant et passa la journée à frotter, aérer les pièces et laver le linge. Pendant ce temps, Reed profita de son temps libre inattendu pour trouver un avocat spécialisé en divorce, choisissant celui dont l'annonce était la plus grande de l'annuaire. Il fixa un rendez-vous pour plus tard dans la journée. À son retour, il était plus de 16 heures. Marie le salua à son arrivée et il s'enquit immédiatement de Carole. Elle expliqua que Carole avait cru qu'elle serait mise à la porte et était partie vivre chez son père. Lorsque Reed réalisa qu'elle avait laissé Marie seule toute la journée, la frustration monta, mais sa mère le fit rapidement taire. Elle lui rappela qu'elle était parfaitement capable de se débrouiller seule, comme elle l'avait fait pendant des années. Elle l'avertit également que Carole n'avait rien. Ni maison, ni argent, ni travail, et qu'elle s'était consacrée à Marie et à la maison. Reed l'assura qu'il entendait être juste, expliquant que son avocat lui avait suggéré de verser à Carole une partie de ses revenus pendant quelques années, une somme supérieure à ce qu'elle aurait dû faire. Elle gagnait sa vie comme femme de ménage. Marie était d'accord. Le soir, Carole avait presque remis la maison en état, frottant les sols, lavant le linge, passant l'aspirateur et préparant même le dîner dans l'espoir d'adoucir le cœur de son père. Mais alors qu'elle mangeait seule à la table de la cuisine, elle réalisa la raison de son départ. Son père était probablement au bar, en train de boire jusqu'à l'oubli. À 23 heures,
trop épuisée pour attendre, elle alla se coucher. Elle n'avait pas de réveil, et à son réveil, le soleil entrait déjà par la fenêtre. Paniquée, elle se précipita dans la cuisine, priant pour que son père soit encore là, mais la maison était étrangement vide. Son lit était intact. Il n'y avait pas de café, pas de vaisselle sale, aucun signe de son retour. Elle se moqua de l'idée qu'il ait une petite amie, mais ne put se défaire de son inquiétude grandissante. Elle vérifia le garage. Sa voiture était toujours là. Elle était vraiment inquiète. Cherchant désespérément des réponses, elle frappa à la porte. Les anciens voisins de Crawford, qui avaient toujours été gentils avec elle, l'accueillirent chaleureusement, mais avec surprise, puis lui racontèrent la vérité. Son père avait été emmené en ambulance quelques jours auparavant et était toujours à l'hôpital. Carol eut un pincement au cœur. Elle retourna précipitamment à la maison pour appeler l'hôpital, mais constata que le téléphone était débranché. En vérifiant à nouveau le garage, elle se souvint de l'insouciance de son père avec ses clés. Elle les trouva encore sur le contact et se rendit directement à l'hôpital. La nouvelle était sombre. Son père souffrait d'une grave cirrhose du foie. Il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Hésitant à la porte de sa chambre d'hôpital, elle se raidit avant d'entrer. Elle le reconnut à peine, maigre, pâle et fragile, mais encore suffisamment conscient pour la reconnaître. Il lui annonça faiblement qu'il était mourant. Les années d'alcool le rattrapaient enfin. Il lui demanda de chercher le nom de son avocat dans son carnet d'adresses. Tout ce qu'il avait, le peu qu'il lui restait, il le lui avait laissé. Carol resta jusqu'à la fin des visites, puis retourna au seul endroit qui lui avait jamais semblé si proche. Elle raconta à Reed et Marie l'état de santé de son père et leur annonça qu'elle resterait dans son ancienne maison. Marie s'excusa discrètement, ressentant le besoin d'intimité. Carol et Reed finalisèrent les termes du divorce. Comme ils n'avaient pas d'enfants et que la maison restait au nom de Marie, la procédure fut simple. Elle accepta l'arrangement financier proposé par l'avocat de Reed. Avant de partir, Reed dut demander, l'avait-elle jamais vraiment aimé? Carol hésita avant d'avouer la vérité. Elle l'avait admiré, le voyait comme tout ce qu'un homme bien devrait être. Elle savait qu'il la traiterait bien et lui assurerait la stabilité, mais elle n'était pas certaine de l'avoir jamais vraiment aimé. Elle repensa à son éducation, à l'abandon de sa mère, à la passion de son père pour l'alcool toute sa vie. Elle n'était même pas sûre de savoir ce qu'était l'amour. Elle reconnut que Reed l'avait épousée par devoir, et non par amour, même s'il ne s'en était pas rendu compte sur le moment. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'excusait pour la douleur qu'elle leur avait causée, à lui et à Marie. Malgré tout, les années passées ensemble avaient été les plus heureuses de sa vie. Reed ne répondit pas, mais il l'aida silencieusement à faire ses valises. Tout ce qu'elle possédait tenait sur la banquette arrière de la voiture de son père. En partant, elle se retourna une dernière fois et vit Reed et Marie debout sur le porche, la regardant partir. Des larmes coulaient sur son visage. Elle pleura tout le long du chemin du retour. Le lendemain, Reed passa la plupart de son temps loin de chez lui. À son retour dans l'après-midi, il semblait perturbé. Sa mère le remarqua immédiatement et lui demanda ce qui n'allait pas. Reed admit être allé chez Arnold Baker. Il raconta tout à sa femme. Au début, elle refusa de le croire, mais plus il parlait, plus elle était convaincue. Lorsqu'il partit, Reed était presque certain qu'un autre divorce se profilait à l'horizon. Pourtant, cela ne lui semblait pas suffisant. Il se rendit donc sur le lieu de travail de Baker, se renseignant jusqu'à ce que quelqu'un le désigne. Lorsque Reed le confronta, il se présenta sans détour comme le mari de Carol et dit qu'il revenait tout juste de chez Baker, où il avait détruit son mariage comme Baker avait détruit le sien. Il suggéra que la femme de Baker l'attendait peut-être ce soir-là avec un magnum. Baker pâlit, puis s'en prit violemment à Reed, l'injuriant et le menaçant. Lorsqu'il leva la main, Reed esquiva et lui cassa rapidement le nez. Baker s'effondra. Reed passa 2 heures au commissariat, mais plusieurs témoins confirmèrent qu'il avait agi en état de légitime défense. Aucune charge ne fut tenue contre lui. Marie le réprimanda, admira son geste, tandis que Reed haussa simplement les épaules. Il était certain qu'à sa place, elle aurait agi de même. Les mois passèrent. Un soir, Reed rentra chez lui avec une nouvelle inattendue. Il lui restait 2 semaines de vacances et prévoyait d'emmener sa mère à Hawaï. Marie était submergée de joie. Depuis qu'elle avait lu les lettres de Reed sur l'île, elle rêvait de la voir de ses propres yeux, mais n'aurait jamais imaginé en avoir l'occasion. À son arrivée,
Reed fut frappé par tout ce qui avait changé. L'île était modernisée, avec de hauts immeubles et de larges rues pavées. Son premier arrêt fut la vieille maison de Leilani, mais elle avait disparu, remplacée par des immeubles de bureaux. Découragés, lui et Marie assistèrent à un office dominical à l'église New Hope. Pendant l'office, Reed remarqua que le pasteur boitait fortement, ce qui le fit se demander s'il avait été blessé à la guerre. Plus tard, lorsque Marie s'approcha du pasteur pour le remercier, Reed lui demanda s'il se souvenait d'une femme nommée Lani. Le pasteur écarquilla les yeux. Il reconnut immédiatement Reed. Il se souvint de l'avoir vue embrasser Lani devant l'église juste avant le début des bombardements. Il se souvint comment elle l'avait supplié de rester et comment Reed avait insisté pour qu'il retourne à son navire. Reed était stupéfait. L'homme qui avait autrefois conduit les gens à l'église pour les mettre à l'abri ce matin fatidique se tenait maintenant devant lui. Le pasteur révéla qu'il avait lui-même combattu à la guerre et avait été blessé lors du débarquement du jour J à Omaha Beach. Reed déglutit difficilement, présentant ses condoléances, mais le pasteur se contenta de sourire et il a déclaré ne pas être surpris d'apprendre que Reed avait reçu la médaille d'honneur. Reed a insisté pour obtenir des informations sur Leilani, mais la nouvelle n'était pas celle qu'il espérait. Le pasteur a expliqué qu'après la guerre, le coût de la vie à Hawaï avait grimpé en flèche, forçant de nombreuses familles à partir, y compris celle de Lani. Son père était tombé malade et, face à l'augmentation des dépenses, ils avaient déménagé sur le continent pour vivre chez un parent. Le cœur de Reed se serra. Il apprit enfin le nom de famille de Lani, Canty. Mais le pasteur n'avait pas plus de détails. Il ignorait dans quel état ils avaient déménagé. Il a simplement dit que Lani avait pleuré pendant des semaines après le départ de Reed et qu'un amour comme le leur était rare. Il souhaitait bonne chance à Reed pour la retrouver. Reed a essayé. Pendant des années, il a cherché, suivant piste après piste, mais chaque piste s'est soldée par une impasse. Finalement, il a abandonné. Marie l'observait avec tristesse se résigner à une vie solitaire, sans intérêt pour retrouver l'amour. Puis, début 1961, une lettre officielle de la marine arriva. Reed, se croyant trop vieux pour être appelé sous les drapeaux, plaisanta avec sa mère à ce sujet. Mais en l'ouvrant, il trouva une invitation à la cérémonie commémorative du 20e anniversaire à Pearl Harbor. Il rejeta d'abord l'idée, mais Marie souhaitait retourner à Hawaï. Finalement, il accepta, prenant congé pour le voyage. À leur arrivée, l'accueil fut chaleureux. La marine les traita avec un profond respect, et Reed découvrit qu'il faisait partie des 4 récipiendaires de la médaille d'honneur honorée ce jour-là. Pendant la cérémonie, Marie se tenait fièrement parmi les familles des personnes honorées, le cœur gonflé à l'annonce du nom de Reed. Alors que la cérémonie se poursuivait, une femme s'approcha de Marie. Elle avait de longs cheveux noirs soyeux et un appareil photo professionnel autour du cou. Elle hésita avant de parler, s'excusant de l'interrompre, mais elle avait remarqué l'illumination de Marie à l'évocation du nom de Reed et lui demanda s'ils étaient de la même famille. Marie se tourna vers elle, lui jeta un coup d'œil avant de murmurer « Leilani ». La femme était stupéfaite. Elle avait supposé que Reed s'était marié depuis longtemps et avait oublié. À propos d'elle. Marie, cependant, attendait ce moment depuis 20 ans. Les 2 femmes discutèrent tout au long de la cérémonie, mais Leilani devait terminer de prendre des photos. Avant la fin de la cérémonie, elle retrouva Marie. Reed, inconscient, s'avança vers elle, appelant sa mère. Il lui demanda si elle allait bien après cette longue cérémonie. Marie lui assura qu'elle allait bien, mais qu'elle voulait lui présenter quelqu'un. Leilani se retourna. Dès que Reed la vit, son souffle se coupa. Son cœur battait la chamade. C'était comme si le temps s'était refermé sur lui-même. Avant qu'il puisse parler, Leilani tendit son appareil photo à Marie et se précipita dans ses bras, le couvrant de baisers. La foule, comprenant l'importance du moment, éclata en applaudissements. Ce n'était que le début. Leilani avait bâti sa vie sur la côte et comme photographe de presse. Elle s'était mariée, mais son mari l'avait trompée, ce qui avait conduit au divorce. Elle avait une fille adolescente en 2e année de lycée. Des mois de visites le week-end, de longs appels téléphoniques et de lettres touchantes s'ensuivirent avant que Reed et Leilani ne se marient enfin en juin 1962. Lors de la cérémonie, la fille de Leilani était assise au premier rang, serrant sa nouvelle grand-mère dans ses bras, tandis que sa mère et son beau-père échangeaient leurs vœux. Leur amour, malgré 20 ans de séparation, avait perduré et allait désormais durer toute une vie.